Bon, là au moins je pense qu'on a été bien servi niveau action après avoir tenu notre mal en patience. Mais maintenant, qu'est-ce que ça peut donner, politiquement parlant, avec tous ces dégâts? Eh bien, nous allons analyser tout ça. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve une nouvelle fois sur la série House of the Dragon, saison 2. Cette fois-ci, on parle de l'épisode 5. Comme à chaque fois, je reporte les nouveaux arrivants sur ma playlist consacrée à tout ça, où ils trouveront mon capture clap sur la série, qui me permet d'expliquer en quoi cette série est si importante dans le milieu de la pop culture, et surtout dans le milieu de la fiction fantasy. Donc regardez cette vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Comme à chaque fois, il y a aussi une partie consacrée à vos commentaires de la vidéo précédente pour compléter les différentes thématiques de la série. Et avant de spoiler un maximum l'épisode 5 de la saison 2, j'invite tout le monde à aller checker cette interview par la chaîne YouTube Revue, une interview normalement privée qu'il a généreusement accepté de me laisser diffuser sur mon Patreon aux côtés de mes podcasts. Ça veut dire que si vous avez souscrit à mon Patreon, non seulement vous pouvez écouter mes podcasts, mais vous pouvez également voir ces nouvelles vidéos. On parle un petit peu de tout, de pop culture, sans la moindre langue de bois. Je pense que vous allez kiffer. Bref, le lien se trouve comme toujours dans la description et en commentaire épinglé. Et pour les autres, vous avez toujours mon bouton d'abonnement. Là pour le coup, c'est gratuit. Et maintenant, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Alors j'ai bien kiffé cet épisode. C'est fou parce que même quand il n'y a pas d'action, il se passe toujours 150 choses différentes. Alors évidemment, on ne pouvait pas commencer l'épisode sans un petit moment de deuil pour Rhaenys. Alors évidemment, tout le monde pense à elle, notamment Corlys, on en parlera après. Ça ne dure pas très longtemps, mais on sent que ça a chamboulé tous les Noirs. Mais du côté de Port-Réal, ils vont tenter de mettre en avant le positif, c'est-à-dire afficher la tête du dragon de Meleys, donc le dragon de Rhaenys. Ils vont traverser Port-Réal avec, et c'est hyper impressionnant à regarder. Mais même si on voulait donner de l'espoir au peuple, il faut croire que ça fait l'effet inverse. Certains dans la foule disent que c'est au contraire un mauvais présage. En effet, les dragons ne sont pas vraiment faits pour s'entretuer. Ils sont plutôt présentés comme des dieux et censés les protéger. On entend même à côté de Ulf quelqu'un dire mais ils n'étaient pas censés être des dieux? Parce que oui, savoir que ces créatures sont en fait mortelles va remettre en question le peuple entier, ce qui va créer une réaction en chaîne où les plus pauvres, les plus affamés vont essayer de fuir. Mais pour l'instant, les archives de Westeros, Feu et Sang ne mentent pas, puisqu'on essaie de faire croire aux gens que le roi s'est bien battu et qu'il savait à peu près ce qu'il faisait. Mais Alicent n'est pas stupide, elle a du nez, elle a l'œil, parce qu'elle sait que quelque chose d'anormal s'est passé, car elle remarque la dague valyrienne attachée à la taille de Aemond. Une dague qui fut à l'origine de beaucoup de cicatrices dans l'histoire, mine de rien. S'ensuit un effet mise en scène intéressant, là on pouvait s'attendre à ce que Aegon soit mort, puisqu'on peut penser que les soldats soulèvent un cercueil, derrière une musique incroyable de Ramin Djawadi qui a encore fait du très bon travail. Même si on savait plus ou moins à l'avance que ce dernier était encore en vie, puisque, vous savez, Aemon chercher en quelque sorte à l'achever. Il fait un mouvement avec son épée, on pourrait croire qu'il essaie de la rengainer, mais pour moi c'est évident qu'il cherchait à l'achever. Et d'une façon ou d'une autre, la question reste toujours en suspens car on ignore dans quel état il est. Là il est vraiment dans un état comateux, on ignore s'il va mourir ou se réveiller. Le fait qu'il prononce maman peut peut-être donner quelques espoirs. Et là c'est archi dégueulasse car ils nous font Dark Vador inversé. Vous savez, au lieu de placer l'armure sur Dark Vador, là ils essayent de la lui retirer. Rappelons que l'armure a presque fondu sur sa peau. Dans l'univers de Game of Thrones, le feu de dragon est dévastateur. Imaginez vous prendre ça en pleine poire. D'ailleurs, j'aimerais souligner la performance d'acteur de Kurt Egawan, donc vous savez l'interprète d'Orwyle. On ne parle quasiment jamais de lui, mais franchement je trouve qu'il joue vraiment très bien. Vous savez, il essaie de se retenir de vomir tellement qu'il est dégoûté par ce qu'il voit, mais tout en gardant un certain professionnalisme. Cette scène est vraiment très dure à regarder. Entre ça et 900 hommes de perdus, cette bataille a vraiment coûté cher. Et Alicent va se prendre en plein phare les conséquences, puisque forcément elle veut reprendre les rênes, le temps que son fils se rétablit peut-être, mais le conseil est plutôt en faveur de laisser le successeur direct. J'entends bien sûr Aemon Targaryen. Alicent refuse, disant qu'il est trop jeune, mais moi je vous garantis que j'étais en train de me dire ah non, il est très bien, il est parfait. Vous savez quoi, plus le temps passe et plus j'ai envie de me ranger du côté des Verts, car ce personnage est quand même beaucoup trop stylé. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut dire les termes. Et là on remarque de plus en plus la ficelle qui se tisse entre Aemond et Larys Fort, un petit lien secret dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Ce dernier a l'air d'avoir complètement abandonné Alicent malgré ses jolis pieds. Et à ce moment-là, Alicent va, mais alors littéralement bouder. Elle va bouder. Bon, j'ai encore envie de souligner la performance d'actrice. On remarque d'ailleurs qu'elle est presque plus touchée par sa dépossession au conseil
que par le coma de son fils. Et c'est assez terrifiant. Ce faisant, elle ne jouera plus avec Cole dans son lit, qui lui considère qu'il est préférable d'avoir un dragonnier comme roi. Enfin bon, tout le monde dans le conseil s'est mis d'accord pour se dire que Aemon était parfait. Et moi aussi d'ailleurs. Non mais juste observer son intelligence par rapport à cette bataille. Tout était calculé. Et le fait de bien préciser de décrocher les pendus, d'ailleurs enfin les pendus qui sont complètement décomposés, on voit leur squelette, leur crâne, c'est dégueulasse. Le fait de demander à les décrocher prouve que lui, à présent, souhaite régner, mais pas dans l'émotion, ni dans la terreur, juste par pragmatisme et intelligence. Donc j'entends bien qu'il y a un sous-entendu sexiste, que l'oppression patriarcale se répète, mais bordel, faut pas déconner, je trouve que Aemon fait très bien l'affaire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant ce temps, le château hanté d'Arenol va renaître doucement sous nos yeux. Au passage, je ne m'attendais pas à ce que William Nerbosque ait autant d'importance dans cette saison. Alors, apparemment, il s'agit du gamin qu'on voit dans la première saison, et je trouve ça agréable de voir que Daemon ne chôme pas dans cette histoire malgré les visions qu'il subit. Il cherche encore désespérément à rallier les Bracken à sa cause. Ils vont tenter une autre approche pour essayer de se les mettre dans leur poche, en tapant là où ça fait vraiment mal, donc en pillant et en brûlant des fermes. Alors petite parenthèse, mais bordel, les costumes sont tellement stylés, on se croirait complètement au Moyen-Âge dans cette zone qui se situe encore plus au nord. Et comme je vous le disais, les visions de Daemon sont un festival où les morts reviennent à la vie, puisque là il s'agit carrément de la mère de Daemon et de Viserys. Et j'avoue que je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que Daemon ait des envies de retourner sa mère. Bon, je vous cache pas que je n'ai pas trouvé d'autres expressions. Je pensais qu'il s'agissait d'Aemma Arryn, mais non, en fait, il est en train de s'imaginer les choses avec sa petite maman, qui ressemble terriblement à Daenerys au passage. La démence de Daemon repose vraiment sur le fait qu'il était apparemment, selon lui, plus légitime à régner, mais de toute façon, c'est la démence de tout le monde dans cette série. Rhaenys, Alicent, Rhaenyra, Aemond. D'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que lorsqu'Aemond se réveille, on se croirait vraiment dans les visiteurs à table, avec un effet de caméra en fisheye. Et s'ensuit toute une phase de Age of Empires, puisque c'est là qu'on essaie vraiment de remettre sur pied le château, donc voilà, le Daemon va dépenser de l'argent de sa propre poche, apparemment il ne veut pas faire appel à la reine, car il tient absolument à avoir cette responsabilité de, vous savez, celui qui règne, qui veut se faire appeler roi. Et très vite on comprend que ce qu'a commis Daemon avec Jaehaerys au début de la série se reproduit à nouveau avec les Bracken. C'est-à-dire que, encore une fois, il a implicitement appelé à la violence. Et c'est justement ce qu'Alice Rivers ressentait, vous savez, les fameux bruits de cris, les cris dans les couloirs qu'on entendait dans le château de la Rhénole. Eh bien, ça venait de là, des cris d'innocents. En parallèle, nous assistons à de nouvelles alliances entre le Val et les jumeaux. Donc nous voyons le Val qui est un endroit magnifique. Normalement ici, on se retrouve encore plus au nord. Et Rhaena fait la rencontre de Jane Arryn, donc la jouvencelle du Val, qui je trouve est encore un super choix d'actrice. Je la trouve vraiment jolie. Vous savez, avec sa longue robe bleue qui fait ressortir ses yeux. Mais il faut savoir que cette dernière n'est pas satisfaite du deal passé avec la reine, qui lui avait pourtant demandé un dragon, et en échange, Rhaenyra lui a offert 2 œufs, ce qui est un cadeau énorme, mais ce qui ne garantit évidemment pas une protection, donc c'est un petit peu un cadeau dans le vent. Peut-être que ces œufs s'ouvriront dans une décennie. En tout cas, il y a une chose intéressante dans cette scène, c'est que j'ai l'impression que Rhaena n'était pas au courant de la mort de sa grand-mère. La jouvencelle du Val lui annonce ça comme si elle le savait, mais Rhaena rétracte son visage choqué. Et Jaehaerys Velaryon va de son côté négocier, cette fois-ci pour obtenir ce qu'on appelle les jumeaux, qui là aussi est un endroit magnifique, c'est vraiment dommage que ça n'existe pas. Et donc, les jumeaux acceptent de faire alliance avec les Noirs en échange de leur protection et d'Arenal. D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les royaumes évoque ce concept de protection, surtout quand on connaît le potentiel de Vhagar. Westeros tout entier a peur de Port-Réal. Et nous continuons sur les événements à Père-Dragon. Là où la légitimité de Rhaenyra est de plus en plus remise en question, ça va carrément balancer des réflexions sexistes au sein du conseil, et de moins en moins de personnes l'écoutent. Et ça ressemble tellement à la série The Crown. Le concept de Rhaenyra et Daemon, c'est le même que la reine Elisabeth dans la série The Crown. Reine qui se sent complètement dépossédée de la situation géopolitique, et dont le mari se sent beaucoup trop à l'ombre de sa reine qui, elle, selon lui, ne gère pas assez bien. Et j'ai l'impression que le rôle du Mysaria dans cette saison est vraiment de nous faire comprendre ce qui se passe dans la tête de Rhaenyra. En parallèle, elle va envoyer Elinda espionner à Port-Réal. Et je me trompe peut-être, mais il me semble qu'elle retrouve la servante qui se fait agresser par Aegon dans la première saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Corlys, de son côté, est celui qui n'arrive pas à faire son deuil,
Il est d'ailleurs effrayé par la solitude au château de la Marque, raison pour laquelle il campe littéralement à Père Dragon, et il se fera nommer nouvelle main de la reine par Rhaenyra. Et on peut d'ailleurs remercier Baela de l'avoir plus ou moins convaincu, Baela qui commence à remonter dans son estime. Et s'ensuit une autre scène que j'ai trouvée intéressante, donc on a Rhaenyra qui envoie un de ses conseillers auprès de Daemon pour voir s'il tient bien sa parole. On pourrait penser qu'elle se débarrasse de lui suite à ses multiples réflexions méprisantes en sa faveur, mais si ces dernières lui confient cette mission, c'est au contraire parce qu'elle a profondément confiance en sa loyauté. Et c'est justement ça que j'adore dans cette série, les personnages sont nuancés. Si on était sur Netflix ou même Amazon Prime Video, ce personnage aurait été puni pour ses propos quelque peu misogynes. Alors que cette série nous enseigne au contraire le pardon. Nous avons été irresponsables chacun de notre côté, maintenant il faut qu'on se soutienne et qu'on avance ensemble. C'est vraiment ça le propos profond de House of the Dragon. Et à la fin de l'épisode, la série nous montre qu'elle va prendre un nouveau tournant. Elle met en place l'idée de rechercher des gens qui se sont écartés de la lignée des Targaryens pour tenter de monter des dragons. En bref, il recherche de nouveaux dragonniers pour refaire une armée forte et menaçante, et ainsi un bon paquet d'éléments qui nous ont été montrés depuis le début de la saison sera enfin utilisé, je l'espère, dans l'épisode 6. Donc dans ma prochaine vidéo, je pense pouvoir faire le point sur tous ces éléments. Pour revenir sur la forme un peu plus globale, je remarque que le générique n'a pas été changé malgré les événements tragiques de l'épisode précédent, ce qui signifie que le générique tel qu'il nous est présenté est en fait la version finale de ces saisons 2 tout entière. Mais il avait besoin d'attendre la fin de la saison 1 pour nous fournir la version complète. Après, à surveiller quand même pour l'épisode 6. En tout cas, cette série c'est vraiment un petit kiff, j'ai l'impression qu'ils ont gardé les meilleures choses de Game of Thrones et retiré les éléments les moins pertinents. Certes, il y a parfois des petits coups de mou, mais franchement, je trouve que ça se sirote. Il y a toujours des éléments choquants, même quand il n'y a pas d'action, des dialogues impactants. Franchement, on kiffe. Bref, passons maintenant à la discussion libre de cette vidéo qui vont d'ailleurs ajouter quelques secrets apportés à cette série. Alors je m'en veux beaucoup parce que j'ai oublié de vous parler d'une scène de ma vidéo précédente et pourtant j'avais pris des notes. Mais parfois il m'arrive de me perdre parmi mes notes et du coup j'ai oublié de vous les lire. Mais là où je m'en veux, c'est parce que ça aurait permis de conclure l'arc autour de Rhaenys. Et du coup, si vous avez regardé ma vidéo, je pense que vous avez pu sentir un sentiment de manque par rapport à ce personnage. Et donc, je tenais à me rattraper dans cette vidéo. Je parle bien sûr de la scène à La Marque, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, ça me fait rire parce que tu sens que ça coûtait tellement cher de construire un décor pareil. C'est monstrueux. Qu'ils n'arrêtent pas de l'utiliser. En tout cas, depuis le début de la saison, ils ne cessent de le rentabiliser. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas avec tout le reste des décors, hein, Port-Royal, les salles de conseil, tout ça. Ils font toujours en sorte de rentabiliser leur budget en utilisant régulièrement les mêmes décors. Et ça, pour le coup, c'est intelligent. Et ça explique pourquoi on a une série aussi belle visuellement, avec un budget aussi serré, et qu'en parallèle on a des séries comme The Acolyte qui sont beaucoup moins jolies visuellement alors qu'elles coûtent presque aussi cher. Bref, dans cette scène nous voyons Rhaenys qui a un sentiment étrange en regardant le visage d'Aline, d'ailleurs elle le touche. Elle va le complimenter comme si il lui disait quelque chose. Et en effet on comprend qu'elle sait qui il est. Et c'est pas tout. Nous comprenons aussi que Corlys sait qui est ce personnage, raison pour laquelle il évite de trop le mettre en avant, malgré le fait que ce dernier lui a sauvé la vie. Et cette scène n'a évidemment pas été posée là par hasard dans ce même épisode, parce qu'en gros c'était plus ou moins prophétique de ce qui allait arriver à Rhaenys à la fin. Ce face-à-face entre ces trois personnages est presque comme une sorte d'adieu. Et d'ailleurs j'ai remarqué que sa mort a fait beaucoup de bruit sur internet, beaucoup de gens sont tristes. Moi c'est pas trop mon cas, parce que je trouve qu'il y avait un potentiel sur ce personnage qui aurait pu être mieux exploité. Il a été exploité à fond justement dans cette scène finale. Mais je sais pas, je trouve qu'il manquait encore quelque chose. Mais en tout cas, oui, la conclusion a été très bien faite et on va rentrer un petit peu dans les détails dans les autres commentaires. Nous avons Gus de l'espace qui nous dit « Hôte du serveur multi, attention à tous, le Friendly Fire est activé, Aemon, not my problem. » Mais ça m'a fait un petit peu rire. Gregory Peck répond à l'une des questions posées par un conseiller dans l'épisode précédent. Pourquoi Baela n'a pas tout simplement cramé la forêt? Baela n'a pas cramé la forêt tout simplement parce que l'ordre donné par Rhaenyra était d'observer sans attaquer. Et oui, en effet, concrètement, elle n'assumait pas trop le fait de s'être fait cramer. Sans mauvais jeu de mots. Nous avons ensuite Khalifa 971 qui nous dit « Daemon a un développement intéressant. Je suis sacrément content qu'on s'attarde enfin réellement sur ses névroses. » Eh bien, je suis assez d'accord. Je vois que certains se plaignent qu'il l'ait mis à l'écart pour l'instant de la guerre, alors que j'ai l'impression qu'il prépare au contraire un tournant dans cette histoire. Et la série a eu l'intelligence d'approfondir sa psyché et d'utiliser intelligemment le personnage d'Alice River dans son arc. Tandis que, et ça je pense que je vous ai déjà expliqué, le livre s'asseyait un petit peu sur la psyché des
les personnages. Nous avons ensuite le commentaire de Naru qui selon moi est le plus intéressant, vous allez voir. Si on observe attentivement les détails dans cet épisode, on pouvait prévoir à la fin. Alicent a pris une pièce de la maquette de Viserys, précisément un dragon. Elle l'a fait tomber et une aile s'est brisée. Aegon brise une carafe à vin doré avec un motif d'un dragon sur le côté. Rhaenyra est revenue de Port-Réal sans avoir obtenu l'accord de paix qu'elle espérait. Loin des regards, Rhaenyra confie à Jaehaerys le secret de la prophétie justement devant le crâne de Meraxes. Dans Feu et Sang, les Dorniens ont offert le crâne à Aegon I pour faire la paix. Mais dans la série, Viserys a confié ce secret à sa fille devant le crâne de Balerion. C'est cette nomination et ce secret légué qui a conduit à la guerre de succession. À la fin de l'épisode, Aemon ramasse la dague où justement cette prophétie y est gravée secrètement. Seule son exposition au feu peut la dévoiler dans l'épisode 4 de la saison 1. Aemon a intentionnellement foutu le feu à son frère. On peut se demander au moment de la ramasser, il a peut-être vu ce qui est gravé. Ce commentaire est hyper intéressant car on a tous fini par se rendre compte que chaque détail dans cette série essaie de nous raconter quelque chose de façon prémonitoire. Par exemple, je vous ai parlé du bouc noir qu'on voit au début de l'épisode 4, qui fait bien sûr référence à la sorcellerie d'Alice River, en tout cas le côté hanté du château d'Arenol. Et lorsque j'ai vu Alicent avec la maquette de dragon, je me surprends encore à ne pas m'être posé de question. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à creuser avec ça. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Et c'est dommage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire péter des analyses comme ça dans les commentaires si vous en avez. C'est un vrai régal. Après ça, nous avons même gueule que Gottmog qui nous dit « L'épisode est incroyable, mais pourquoi Rhaenys n'est pas partie après avoir vaincu Feu du Soleil, sachant que quand elle meurt, ça crée une brèche dans le château ?» Alors, j'ai une théorie par rapport à ça. Bon, déjà, il y a clairement une volonté de nous montrer qu'elle fait demi-tour intentionnellement. On la voit en train d'observer le ciel et le sol. Bon, clairement, elle cherche Aemon. Et c'est par la suite qu'elle se fait prendre par surprise. Je pense, même si évidemment je n'en suis pas sûr, je pense qu'elle voulait venger la mort de Lucerys Velaryon. Rappelez-vous, Rhaenyra avait donné l'ordre de tuer Aemon pour se venger. Et Rhaenys a dû se dire que, bon bah, tant qu'à faire, tant qu'il est juste à côté, autant aller jusqu'au bout et faire ce que personne n'a réussi à faire. Même si c'était un petit peu suicidaire parce que son dragon est beaucoup plus petit, mais je pense qu'au fond d'elle, Rhaenys avait besoin de cette mort héroïque, frustrée de ne jamais avoir atteint ses objectifs, en tout cas sa volonté de devenir reine un jour. Donc je pense que tous les éléments étaient rassemblés au bon endroit pour qu'elle prenne ses décisions. Avant de finir, j'aimerais ajouter un petit bonus. Vous savez, la version jeune de Rhaenyra parle dans un langage valyrien dans la vision d'Aemon au début de l'épisode 4, mais le son est un petit peu étouffé au début et il n'y a pas de sous-titres. Et il s'avère que j'ai trouvé sur internet une traduction, donc voici ce qu'elle dit. On dit que les Targaryens sont plus proches des dieux que des hommes. À mes yeux, tu étais un dieu. Daemon Targaryen, le prince de la ville, le seigneur de Flea Bottom. J'étais un innocent. Vous m'avez exploité et abandonné. Vous avez souillé mon nom au tribunal. Vous avez donné du pouvoir à mes rivaux. Vous avez essayé de me ruiner. Vous m'avez mis sur ce trône. Et tu m'aimes et tu me détestes pour ça. Tu m'as créé Daemon. Pourtant, tu es maintenant déterminé à me détruire. Tout ça parce que ton frère m'aimait plus que toi. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Ça fait vraiment bizarre de voir cette version traduite. Mais oui, en tout cas, j'ai visé juste parce qu'il y a vraiment un fossé qui est en train de se créer entre Rhaenyra et Daemon depuis le début de la saison 2, notamment depuis le meurtre de Jaehaerys Targaryen. Bien, nous pouvons maintenant conclure. Et bien voilà, c'était un épisode très copieux, un épisode très calme qui a permis d'une part de faire le bilan de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais aussi entamer la mise en place des solutions apportées pour le reste de l'histoire. En tout cas, je suis content de voir que ça avance très bien et sans trop bâcler les épisodes pour autant. Ces derniers restent assez longs, donc plus d'1 heure à chaque fois et ne font pas de surplace. Là, nous avons encore 3 épisodes à espérer que le cap reste au même niveau et je pense que plus ça va aller, plus ça va monter. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une vidéo suivante. Autrement, vous connaissez la chanson, mes podcasts sur mon Patreon, le bouton d'abonnement, le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux, tout ça disponible en lien en description ou en commentaire épinglé. Sur ce, on se laisse ici, je vous disais ciao et à la prochaine.